Bon, ben bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la solution de l'exercice 3.10.12, donc tiré du livre de physique XXI, le tome A, mécanique. Donc le problème se lit comme suit. On nous dit que deux rondelles rebondissent l'une sur l'autre en deux dimensions. On a un schéma là, qui accompagne la question. On nous dit donc deux rondelles entrent en collision sur une surface horizontale. Immédiatement avant la collision, la rondelle A, dont la masse est de 500 grammes, se déplace à 3 mètres par seconde vers l'est. Donc, la rondelle B, dont la masse est 800 grammes, se déplace à 4 mètres par seconde vers le sud. Bon, fait que le schéma qu'on a là, ça nous donne une petite idée de la situation. Donc, déjà, on nous donne les masses de chacune des deux rondelles. La première rondelle a une masse de 500 grammes. On va tout de suite l'écrire en système international, donc en kilogrammes. Donc, MA égale à 0,5 kg. Et la rondelle B, elle, c'est 800 grammes, donc 0,8 kg. On peut écrire ici. Pour les vitesses, on nous dit que la rondelle A, au début, elle se déplace vers l'est, donc uniquement vers la droite. On peut donc tout de suite écrire les composantes x et y de sa vitesse. Comme elle va seulement vers la droite, elle va avoir seulement une composante en x. Donc on peut écrire ça comme suit. On peut dire que la composante en x de la vitesse de la rondelle A, composante de la vitesse initiale, donc avant la collision, avant que les deux rondelles se foncent dedans, c'était 3 mètres par seconde. Et la composante en y de la vitesse, c'était 0, parce que la rondelle A, elle va juste vers la droite, elle va juste horizontalement, elle n'a pas de composante verticale, elle n'a pas de composante en y. Okay. Pour la rondelle B, elle, on dit qu'elle se déplaçait à 4 mètres par seconde vers le sud, donc elle allait vraiment juste vers le bas, donc elle avait juste une composante en Y, et en X, elle n'a pas de composante, donc on pourrait écrire que VXBI c'est 0, parce qu'elle n'a pas de composante initiale en X, elle a juste une composante de vitesse initiale en Y, qui est égale à moins 4, un chiffre négatif, parce que ça va dans le sens contraire de l'axe Y, vers le bas, donc une composante négative. Ça, c'est les vitesses qu'on a initiales. C'est pour ça qu'on a des petits i, c'est les vitesses qu'on avait avant la collision, donc dans la situation initiale. Ici, on nous dit immédiatement après la collision, la rondelle A se déplace à 2 mètres par seconde vers le sud, puis on ne connaît pas la vitesse finale de la rondelle B. Donc 2 mètres par seconde vers le sud, encore une fois, on peut l'écrire en composante X, composante Y. Si la rondelle A va juste à 2 mètres vers le sud, 2 mètres par seconde vers le sud, elle n'a pas de composante en X, et elle a une composante en Y de moins 2, ce qu'on peut écrire comme ça. Et on ne connaît pas du tout la vitesse de la rondelle B après la collision. Donc on connaît ni sa composante en X, ni sa composante en Y. C'est ce qu'on va devoir trouver dans un premier temps. La question A, c'est ça qu'il nous demande, de trouver l'orientation et la vitesse de la rondelle B immédiatement après la collision. Donc trouver les composantes de la vitesse. Une fois qu'on aura ça, on va être capable de faire le numéro B qui nous demande de calculer c'est quoi le pourcentage d'énergie cinétique qui est perdu lors de la collision. Si on regarde, j'ai juste laissé les données qu'on a en bas, pour pas les perdre, on va en avoir de besoin. Donc évidemment, c'est un problème typique là, de collision. C'est deux objets qui vont se foncer dedans, donc entrer en collision. Et quand on pense à collision, il faudrait tout de suite que vous pensiez là, à conservation de la quantité de mouvement. Donc on a défini la quantité de mouvement des objets là, à la section 3.10. La quantité de mouvement d'un objet, c'est juste sa masse multipliée par sa vitesse. Et l'équation qui exprime ce qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement, c'est ça ici. Donc la quantité de mouvement totale finale de notre système va être égale à la quantité de mouvement totale initiale de notre système. Donc la quantité de mouvement, c'est une constante qui ne change pas à l'intérieur d'un système isolé, donc c'est une constante. C'est quelque chose qui est conservé. Okay. Ça ici, c'est une équation qui est sous forme vectorielle. Et ce qui va arriver, c'est que nous, quand on va travailler, on va pas tant que ça utiliser directement cette équation-là sous la forme vectorielle. C'est qu'on va plutôt la diviser en deux petites équations. On va décomposer tous les trucs en composante X et en composante Y. Donc, cette équation-là va devenir pour nous deux petites équations. Une première équation où on va faire la conservation de la quantité de mouvement juste selon l'axe X. Et une deuxième équation qui va être la conservation de la quantité de mouvement uniquement selon l'axe Y. Okay. Donc, si on regarde ça ici, là, la somme de la quantité de mouvement selon X dans la situation finale est égale à la somme de la quantité de mouvement des composantes X avant la collision, la situation initiale. Donc, ça ici, on a un système qui contient deux objets. Donc, la quantité de mouvement totale de notre système, c'est tout simplement la somme
de toutes les quantités de mouvement de tous nos objets. Ici, on a juste deux objets, l'objet A et l'objet B. Donc, si on l'écrit en algèbre, là, ça serait ça. Donc, la quantité de mouvement finale de l'objet A, selon X, plus la quantité de mouvement finale de l'objet B, selon X, égale à la quantité de mouvement initiale de l'objet A, selon X, plus la quantité de mouvement initiale de l'objet B, selon X. Ça fait beaucoup d'indices, X, A, I. X, ça veut dire la composante X, selon l'axe X. A, c'est l'objet, puis I, c'est pour soit initial ou F pour final. Okay. Donc, on a cette équation-là. Et ici, là, si on a écrit correctement toutes nos composantes, puis qu'on se mélange pas entre les initiales, finales, A, B, là, tout ça, là, ben on a juste à remplacer les chiffres qu'on a là-dedans. On connaît tous les chiffres, sauf la vitesse de l'objet B final, selon l'axe X. Donc, on peut remplacer tous des chiffres. Okay? Il y a des choses qui vont être égales à 0 dans cet exemple-là, parce que, par exemple, là, VXAF, c'est égal à 0. Ici, puis VXBI, c'est égal à 0 également. Fait que ça se peut des fois qu'il y ait certains termes qui soient égaux à 0. Et on va donc être capable d'isoler notre VXBF, qui dans ce cas-ci donne 1.875 quand on effectue les calculs. Okay. Donc là, avec cette équation-là, on vient de trouver uniquement la composante en X de la vitesse finale de la rondelle B. Pour trouver la composante en Y, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose, sauf qu'on utilise une équation qui exprime la concentration de la quantité de mouvement uniquement selon l'axe Y. Okay. Donc c'est la même chose. C'est encore une fois, notre système a deux objets, donc ça va être la somme de la quantité de mouvement de nos deux objets, juste selon l'axe Y, toutes les composantes en Y. On a toutes les données nécessaires ici. On remplace. On va tout connaître sauf VYBF. On peut juste remplacer, calculer, et on va obtenir dans ce cas-ci moins 2.75. Donc ça, c'est la composante de la vitesse finale de la rondelle B uniquement selon l'axe Y. À ce point-ci, on connaît la quantité, on connaît la vitesse finale de la rondelle B, on connaît la composante X et on connaît la composante Y également. Donc on pourrait l'écrire comme ça, si on le souhaite. On pourrait écrire le vecteur vitesse finale de la rondelle B comme étant ça ici. Les composantes I et J en composantes cartésiennes. C'est pas tout à fait ça qu'on nous demandait dans la question. On voulait plutôt savoir c'était quoi le module et l'orientation. Donc on va avoir besoin de faire une petite conversion, là, passer d'un vecteur écrit sous forme cartésien à un vecteur écrit sous forme polaire. Okay. Si on veut se faire une petite représentation rapide là, de ce vecteur-là, ben, un vecteur qui a une composante 1.875i et moins 2.75j, ben, sa composante en x, elle est positive, donc ça pointe vers la droite comme ça, et sa composante en y, c'est quelque chose qui est négatif, et sa composante en y, elle est plus grande que la composante en x. Donc, si on le trace à l'échelle, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, on a les composantes x et y de notre vecteur. Et évidemment, le point de rencontre de ces deux projections-là va être notre vecteur. Donc le vecteur vitesse finale, là, il va pointer en bas en diagonale vers la droite. Okay. Comme on connaît les deux composantes x et y de notre vecteur vitesse finale, pour trouver le module de la vitesse, on a tout simplement besoin de faire Pythagore. On connaît les deux composantes, donc on fait ça au carré plus ça au carré. La racine carrée, ça nous donne le module de la vitesse. Ça va donner 3.33 mètres par seconde dans ce cas-ci. Et on nous demandait aussi l'orientation. Ça, il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait, par exemple, venir calculer l'angle qu'on a ici. Nous, ce qu'on a fait dans le livre, en tout cas, c'est qu'on est venu calculer l'angle qu'on a là. Parce que, étant donné comme que le VYBF est plus grand que le VXBF, ça veut donc dire que cet angle-là ici va être plus petit que 45 degrés. Et généralement, comme ça, un peu par convention. Là, quand on nous demande de calculer un angle, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours aller calculer l'angle des deux, là, qui est plus petit que 45 degrés. En tout cas, dans le livre, c'est ça qu'on a fait. Donc, on est venu calculer la valeur de l'angle θ qui est ici. Imaginons qu'on a un triangle rectangle, on connaît la longueur du côté opposé, qui est le 1.875, on connaît le côté qui est adjacent à notre angle, qui est de 2.75. On fait une tangente, tout simplement. Donc on dit que l'angle θ, c'est égal à l'arc tangente de VXBF sur VYAF. On met ça tout en valeur absolue pour garder seulement la longueur des côtés. On travaille en géométrie, on regarde la longueur des côtés. Et ça va nous donner notre angle. Donc les calculs sont relativement simples à faire. On peut les effectuer. Donc, le module de la vitesse est 3.33 mètres par seconde et l'angle qu'on obtient ici, c'était 34.3 degrés. Pour le nommer correctement, là, avec la rose des vents, le nord, sud, est, ouest, les points cardinaux, on peut dire que ce serait 34.3 degrés qui serait à l'est
du sud. Le sud serait par en bas, l'est serait vers la droite. Donc, notre vecteur ne pointe pas vers le bas, il pointe à 34,3 degrés à l'est, donc vers la droite. Donc, 34,3 degrés à l'est du sud. Donc, ça, c'est la réponse du numéro A. Maintenant, pour le numéro B, il nous demandait de trouver c'est quoi le pourcentage d'énergie cinétique qui va être perdu lors de cette collision-là. Comme on avait discuté là quand on a fait la section 3.10, on sait que la quantité de mouvement est conservée. Par contre, l'énergie cinétique ne l'est pas nécessairement. Okay, si c'est une collision qui est inélastique, la quantité d'énergie cinétique ne sera pas conservée. Donc, il va y avoir un certain pourcentage d'énergie qui est perdu pendant la collision, entre autres là, à cause que dans la collision, il y a de l'énergie sonore et de l'énergie thermique là, qui est produite. Okay. Pour calculer la perte d'énergie cinétique, il faut évidemment être capable de calculer l'énergie cinétique qu'on avait initiale et l'énergie cinétique qu'on avait finale, donc l'énergie cinétique avant la collision et l'énergie cinétique après la collision. L'énergie cinétique, on se rappelle là, de l'équation, c'est 1/2 mv carré. Donc on a besoin des masses ainsi que des vitesses pour calculer les énergies cinétiques. Les masses de nos deux rondelles, on les a. Les modules des vitesses, on les a aussi. Dans la question, c'était donné. Donc la rondelle A, on sait qu'elle va au début à 3 mètres par seconde vers l'est, mais le module de la vitesse, c'est 3 mètres par seconde. La rondelle B, elle allait vers le bas à 4 mètres par seconde, donc le module de la vitesse de la rondelle B, c'est 4 mètres par seconde. Et après la collision, dans la situation finale, la rondelle A, on nous dit qu'elle va vers le sud à 2 mètres par seconde, donc une vitesse de module de mètres par seconde. Et le module de la vitesse finale de la rondelle B, on vient de la calculer. Quand on a fait le numéro A, c'était 3,33 mètres par seconde qui pointait à un certain angle, mais ça, c'est le module. Donc, comme on connaît le module de toutes les vitesses initiales et finales de chacune de nos deux rondelles, on va être capable d'aller calculer nos énergies cinétiques initiales et finales. Encore une fois, on veut calculer l'énergie cinétique initiale de notre système. Notre système est composé des deux rondelles, donc ça va être tout simplement l'addition des deux énergies cinétiques, donc 1/2 mv carré pour la rondelle A, plus 1/2 mv carré pour la rondelle B, avec les indices initiaux, parce que on veut la quantité de mouvement, pas la quantité de mouvement, mais l'énergie cinétique initiale, donc avant la collision. On a les masses, on a les vitesses, on remplace là-dedans, on trouve une énergie initiale de 8,65 joules. Et après la collision, dans la situation finale, on refait le même calcul, là, les deux énergies cinétiques additionnées ensemble pour les vitesses finales, et on trouve 5,436, à 4 chiffres significatifs, joules. Okay. Donc on comprend bien qu'il y a de l'énergie cinétique qui a été perdue. Ici on avait 8,65 joules avant la collision. Quand nos deux rondelles sont cognées ensemble, après la collision, il nous reste seulement 5,44 joules d'énergie cinétique. Donc une certaine quantité d'énergie cinétique qui a été perdue, ou en tout cas qui s'est transformée en énergie sonore. Par exemple, quand les rondelles se cognent, ça fait un certain son, ça prend de l'énergie pour générer ce son-là, et aussi une certaine quantité en énergie thermique. Okay, les rondelles sont un petit peu plus, ont une température un petit peu plus élevée après la collision qu'avant la collision. Donc, si on nous demandait seulement quelle quantité d'énergie a été perdue pendant la collision, on ferait juste la soustraction de ces deux chiffres-là. Mais là, c'est pas vraiment la quantité d'énergie cinétique perdue qui nous demande, c'est le pourcentage d'énergie cinétique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire KI moins KF. Donc, ce chiffre-là moins ce chiffre-là, ça va nous donner le nombre de joules qui a été perdu. Et on veut calculer un pourcentage, on va dire cette perte d'énergie cinétique-là, ça représente combien de pourcents de ce qu'on avait au départ, de ce qu'on avait initialement. C'est ça qu'on divise par KI. Et si on veut avoir un pourcentage, on multiplie ça par 100 pour avoir un nombre en pourcentage. Et quand on fait le calcul, on obtient là 37,2%. Et c'est ça la réponse là, du numéro B. Donc on a 37,2% de notre énergie cinétique qui a été perdue pendant la collision, ou en tout cas qui s'est transformée là, en énergie sonore et en énergie thermique, entre autres. Okay. Voilà, donc c'était la solution de l'exercice 3.10.12, donc un exemple là, assez général là, de problème là, où on peut appliquer la conservation de la quantité de mouvement lors d'une collision entre deux objets. Donc voilà, bonne journée, à la prochaine!